Je vais passer directement la parole à Eleonore Flynn. Désolé de ce petit temps de retard, Eleonore, et merci d'avoir accepté de prendre ce temps avec nous. Eleonore Flynn, donc, qui est professeure de droit à l'Université nationale d'Irlande, dans un centre droit et handicap qui est célèbre, on va dire, tout autour du monde, qui a été l'une des sources d'inspiration indéniable parmi d'autres, notamment de l'article 12 de la Convention internationale sur les droits des personnes handicapées. Donc, Eleonore nous fait le plaisir de présenter, de dire quelques mots de présentation à la fois de l'enjeu de la capacité juridique et de l'accompagnement à la prise de décision, et puis nous évoquera aussi un projet de recherche participative qu'elle a dirigé sur cet enjeu, qui a fait partie bien sûr de nos sources d'inspiration. Eleonore, je vous passe la parole. Thank you so much, Benoit. It's been really interesting to hear all of the different people who are represented in the room today, and I'm very sorry not to be with you in person, but I'm very glad to be able to participate in this way. So I will be speaking today, as Benoit said, about the right to legal capacity in Article 12 of the Convention, as it's been interpreted by the UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities. And some of you may know that I was involved in supporting the UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities, in particular the working group which developed General Comment 1, where the committee for the first time provided more explanation in concrete terms of what recognising the right to legal capacity requires for disabled people. And then I will speak a bit about the collaborative research project that I conducted through my university in Galway, called the Voices Project, in which we paired people who had experience of exercising their legal capacity or perhaps being denied their legal capacity with respondents who could place their experience in a broader context. And through this pairing process, we developed an edited collection which contains stories and responses from 14 different pairs all around the world. And I'll tell you more about that later. So to begin, I want to explain what I'm talking about today. So I want to frame the discussion first by really focusing on this concept of universal legal capacity and what that means through the lens of the UN Convention and as it has been interpreted by the UN Committee. And in particular, I want to draw our attention to the definitions of substituted decision-making and supported decision-making that the committee uses, because I think this is an important clarification the committee has provided, and it's important for us to be clear in our language and in our processes going forward when we describe the different options for support or interventions that are occurring in people's lives. Once I've laid the foundations for this right, I'll then talk about what I learned from the Voices Project, and particularly focusing on how stories can be powerful tools for legal and social change, and how we created what I half jokingly referred to as a coalition of the willing, which in some cases was able to convert some skeptics, but certainly not everyone was converted through this process. So let's begin by discussing what universal legal capacity actually means. The first time I heard this as a concept was in an article written by Amita Dhanda, who's a law professor in India. And in a very seminal article that she wrote about Article 12 of the Convention, she said that fundamentally there are two choices before humankind. One recognizes that all persons have legal capacity, and the other contends that legal capacity is not a universal human attribute. To ask for the making of the first choice does not mean that it is in fact also being contended that all human beings in fact possess similar capacities. Even as all human beings are being accorded similar value, the differences between them is not being ignored or devalued.
The second, on the other hand, recognises that there are some human beings who do not possess legal capacity and hence can be declared incompetent. One system is premised on the universal presence of competence, the other on the selective presence of competence. So it's clear from this statement and from Amita's work more broadly that our legal systems globally have been premised on the latter, on the selective presence of competence, whether historically we viewed women as not having legal competence, particularly upon marriage, whether we viewed members of other minorities, whether racial or ethnic minorities, as not having legal competence and so on. But persons with disabilities, in particular adults, remain one of the groups that are globally often subject to this selective presence of competence type view. And what the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities is trying to do is really challenge that. Why is that? Anytime we have selected a group in history and said this group lacks competence, we have later realized the error of our ways. And so the UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities would argue that this is what we are now doing with disability. We are recognizing that those we have previously labeled as incompetent actually should be recognized as competent. And instead of being denied the opportunity to make decisions, people need to be supported to make decisions that align with their will and preferences. So with their own wishes and values and beliefs and what they have decided is important for them in their own lives. And of course, some people will require a very significant amount of support in order for those decisions to be made. But the UN Committee is arguing through this new approach that that still does not mean that we deny the person the legal capacity in order to give effect to those decisions. What we will instead require is legal recognition of supported decision-making, and we need to be very careful to ensure that supported decision-making does not fall into the trap of substitute decision-making, and I'll explain those two terms in a little more detail in just a moment. First, I want to remind us of the actual text of Article 12. And I'm not going to really go through this in detail because I'm sure many of you are very familiar with this text. But I want to highlight a few issues. First of all, obviously, the recognition of persons with disabilities as persons before the law. This is really important, but this is very basic. And when the committee says, or rather when the convention says persons with disabilities, it's clear that this includes a very broad range of people, many of whom might not identify themselves as persons with disabilities. And it includes people who are perceived by others to be disabled, includes people with obviously with intellectual or psychosocial disabilities. So it is really a broad approach to disability that the convention represents. The second element I want to highlight is the requirement for states to ensure that persons with disabilities enjoy legal capacity on an equal basis with others in all aspects of life. So this means not just on financial issues, not just on health issues, on all aspects of life, the person should be recognized to have legal capacity on an equal basis with non-disabled people. And then the third part, and this is where arguably the convention goes further than any previous international human rights instrument, in saying that persons with disabilities must have access provided by states to the support they may require in exercising their legal capacity. And this is where the concept of supported decision-making finds room in international law. I'm not going to read out the text of the full subsections 4 and 5 of Article 12, but I will highlight that, of course, there is some language in paragraph 4 of Article 12 that might seem to suggest that adult guardianship, that substitute decision-making systems are permissible, particularly the language around applying for the shortest possible time. Because if supported, we argue, me and my colleagues and others, and now the UN committee argue that, of course, all of Article 12 refers only to supported decision-making and not to substitute decision-making. It does not validate adult guardianship in the text of Article 12. The hardest place in which to uphold this argument is paragraph 4. But the committee has now clearly stated that regardless of possible different constructions, the interpretation they are putting forward is that
Article 12 in its entirety refers to supported decision-making. And then finally, there's paragraph 5, which is really focused on property rights, which are important, but not the only kind of rights that are protected under Article 12. So this, as many of you may be aware, was one of the most controversial articles of the convention during the negotiation. And in fact, the entire convention almost fell apart in the last session because of some disagreement about Article 12 among states. Nevertheless, we persisted, and the convention was adopted with the text as it stands now. And after that, we were waiting to see what would the UN committee tell states they needed to do in order to implement this article. So for a number of years following the entry into force of the convention, the UN committee made some version of the following statement to almost every country that it reviewed. It said, the state party must review the laws allowing for guardianship and trusteeship and take action to develop laws and policies to replace regimes of substitute decision-making by supported decision-making, which respects the person's autonomy, will, and preferences. So this is really important. I've highlighted the words to replace because there have been suggestions and interpretations of the convention which suggest that it would be sufficient to develop supported decision-making alternatives, but to leave guardianship in place. And the committee, by using the deliberate choice of words here, to replace, is clear, or what has been clear from the beginning of its concluding observations, that its goal is the full abolition of guardianship and substitute decision-making systems, and their complete replacement with supported decision-making. But of course, this begs the question, what exactly is substitute decision-making and what is supported decision-making? Until we had General Comment 1, we did not have clarity from the UN Committee on what these things meant, and there was a great deal of confusion internationally, with states arguing that their particular guardianship system could not possibly be the kind of substitute decision-making that the UN Committee meant needed to be abolished. So now we have that clarity, but of course, many states are not happy with the clarity and would prefer that the committee had said something less radical or less progressive. So in General Comment 1, which for full disclosure, I supported the committee to develop, so I'm certainly not neutral about its content, but hopefully my involvement can help to answer perhaps later any questions you may have about whether the committee considered certain options and chose to ignore them and so on. So in the General Comment, we have a number of important principles. First of all, there's a statement in support of universal legal capacity, so that legal capacity is something which inheres in every human being and which should take full effect when the person reaches the age of majority and should not be restricted or denied on the basis of disability or diagnosis. So this is very clear from the UN Committee. They also talk about the process of assessing mental capacity. So again, this is described in different ways in different legal systems. Sometimes it's described as discernment, or the person's ability to have insight into their decisions or understand their actions. And the committee explains that while it might be, possible to have different ways of assessing people's understanding, this cannot be used to discriminate against persons with disabilities in a manner that denies their legal capacity. So this is very important. And we can return to the concept of discrimination later. What exactly would constitute discrimination? It also states that instead of an approach which we have in many legal systems where guardians make decisions based on what they perceive to be in the best interests of the person, this must be replaced entirely with a system based on decisions being made that are interpreting the will and preference of the person and not based on what anyone else might think is in the person's interests. And finally, then, that there's a statement that supports to exercise legal capacity must be available to all. And I'll show in a moment what supports examples are given and what kind of criteria makes something supported decision-making. But first, I want to draw your attention to the committee's definition of substitute decision-making. So the committee says that substitute decision-making is a human rights violation when
the legal capacity is removed from the individual. And this is so even if it is only removed for one single decision. So many states were arguing that only full guardianship systems, plenary guardianship, total guardianship, that would be substitute decision making, but not partial guardianship. And the committee is very clear. Even if it's only removing the ability to make one single decision from the individual, then that is a removal of legal capacity that violates Article 12. The committee also explains that this can happen in different ways. So in some contexts, it will require the appointment of a substitute decision maker. And that is being done by a body other than the person. Okay, so if, for example, the individual would choose someone that they want to delegate decision-making responsibility to, like a power of attorney type relationship, then that is not substitute decision-making, because I, as an individual, have freely chosen to give that power to someone to exercise on my behalf, and I can take back that power from them as well. So this is where someone else can decide it, and it can be done against my will. In that context, that kind of substitute decision maker appointment is a violation of human rights. And in some cases, substitute decision making occurs without the appointment of this kind of guardian or person to make the decision. So for example, it can be that a court is making a decision, or there's no appointment, but a medical professional is empowered to make a determination that something would be in the person's best interests and go ahead and perform surgery, for example, on the person without their consent. So the committee has been clear that this approach would also fall within the human rights violation that substitute decision-making constitutes. So that's the third example that's given by the committee, which says that any decision made by a substitute decision maker is bound by what is believed to be in the objective best interests of the individual, as opposed to the individual's own will and preferences. Okay, so to turn next to the committee's definition of supported decision-making. So the committee has provided some guidance. It does not give a finite list, and it does not say these are a complete, example of what supported decision-making is. And there is a very clear reason for this, which is that many of the practices that are being described globally as supported decision-making are very new. They have not been fully evaluated. And if a committee was to say this practice in this country is perfectly aligned with Article 12, they would never be able to return and critique that practice, even if it turned out later that disabled people themselves were very critical of how that practice operates. So instead, they provided some general guidelines for what would constitute supported decision-making. So this is a summary of those guidelines that talked about needing to be available to all, regardless of the person's level of support needs and whether or not the person had what's called naturally occurring support. So this means that if the person has very complex needs, they should still be able to access supported decision-making. But also if the person has very basic needs, this should not mean that they're denied the opportunity for supported decision-making. Naturally occurring support, of course, relates to people who may have friends and family, neighbours, peers, people in their community that they trust, that they can ask to support them with decision-making. For many disabled people who have been long-term institutionalized in particular, they don't have those naturally occurring supports, but that should not be a barrier for them to access supported decision-making, according to the UN Committee. They should still be able to receive supported decision-making if they wish. The committee states that the safeguards for supported decision-making must be based on will and preferences. So any concerns we have about supporters potentially exploiting the individual that they have been asked to support, the best way to make sure that exploitation doesn't happen is to ensure the supporter is acting consistently with the person's will and preferences. So that's an important safeguard. The person's communication or lack of financial resources must not be a barrier to accessing support. So the committee said that supported decision-making should be available to those who wish to use it for free or at a very low cost. And also, again, it should not be denied to someone just because they are nonverbal or use a very unique form of communication. Supporters that have been chosen must have the option, if the person wishes, for their legal recognition so that they can, support the person with legal transactions.
The fact that somebody uses supported decision-making in one area of their life should never be used to limit their other fundamental rights. So the fact that I use supported decision-making for financial decisions should never be used to deny or limit my right to marry or form a partnership, for example. And the person must have the option to refuse support without risking that they will then be denied their legal capacity. They must be able to change the support relationship at any time or end it with that particular supporter. So these are some basic guidelines that can help states around the world to introduce supported decision making. So now I come to talk about what we can do about this information. We have some guidance now from the UN, but how can we put it into practice and where do we start? So this is why I designed the Voices Project, because I noticed at a series of conferences and workshops on legal capacity that the academics and civil society representatives in the room in those early days post the convention and pre the general comment, people were mostly agreed on what legal capacity meant, but they were often, I felt, lacking in imagination in how it could be realized in practice. And I was worried that we were mostly talking to ourselves, preaching to the converted, and that there wasn't an effort to involve all of the parties that would be needed to actually realize this right in practice. On the other hand, I was sitting in very different rooms with policymakers who thought this was all nonsense and there was no possibility of introducing any of these things into law. And while they would invite an academic like myself into that space, often the people who were living under these laws were never given the opportunity to be in those spaces and to challenge the policymakers directly and to provide solutions. And I firmly believe, and that's at the heart of the Voices Project, that it is people who have experienced these laws themselves personally who are the best placed to design the solutions and the alternatives that should replace these oppressive systems. So the idea is that stories of real experiences show us what's wrong with the current law. And in this project, I was very clear that I wanted people to be involved only if they were prepared to write under their own name, because I had seen lots of research projects where researchers would interview people about their experiences under various oppressive legal regimes, and they would not actually use this as with the person's own name. Obviously, people were being guaranteed anonymity. And of course, that can be very important because many people are not willing to speak about their experiences in their own right with their own name. However, I felt that, especially when I was reading legal judgments about people placed under guardianship, that the judges were describing the people in ways that I wondered if the people themselves would agree with. And I wondered how differently the people who were being placed under guardianship would assess the reasons for why this happened and the possible alternatives. So as a result of that idea, I designed this project in a particular way to ensure people would write their own stories, and it would not be as a result of an interview with me or any of the other research team. They would decide what they wanted to write and create it themselves. And we did have people who had more complex communication in the project, and so we put in place lots of different supports to facilitate their actual voice to be heard and for them to decide exactly what would be written about them. So yeah, the idea was that we would create pairs. So in each pair, we have a storyteller and we have a person that we called a respondent. The respondent could be drawn from a number of different areas. We had lawyers, we had health and social care professionals, we had a judge, we had people who had worked in organizations, civil society organizations, to try to change the law. We had people who worked on the front lines of disability services and had experience of working in institutions. We had researchers, of course, and academics. So it was quite a wide group of respondents. And again, they came from many different countries, as did the storytellers. And we didn't pair people together from the same country very often. In this project, we often paired people from different countries together. And the respondent's job was to work with the person to understand what the broader significance of their experience was, to think through issues like, why did this happen? How could it have been prevented? What would you want somebody else to know if they were facing this situation? How could things be different in the future? So each of the pairs wrote a chapter together that was included in an edited collection published by Routledge at the end of the project. And
as part of the book launch, we organized a closed workshop where we selected a particular policymaker or influential person for each of the chapters. They were given the story and response in advance to read, and they came to the session to sit down with the people who wrote the story and response and discuss possible ways forward. And that led to a lot of really interesting collaborations, which I can talk about more later. So let me give you an example of some of the stories and responses. First of all, I want to share with you an excerpt from Claire's story. So Claire is one of the only people in Ireland who has ever exited the wardship system, which is our adult guardianship system, which is a system of plenary or total guardianship. So Claire writes, for my birthday, I wanted to buy a phone. So I had to send details of the phone, the price, etc. to the court, and they took 3 weeks to reply to me. When I wanted to buy a pair of runners for €93, they said they were too expensive, even though I loved them. If I wanted to go to the doctor, I had to let them know about it, even though I have a medical card and do not need to pay to see a doctor. I still needed the permission of the court before receiving any treatment. So the picture in this slide is an image from an exhibition that we held at the end of the project, where we asked the participants to select objects that were meaningful to their stories, and we created a public exhibition to share these with a general audience. Donna responded to Claire's story in the chapter, and so she puts her experience in a broader context. She writes, in Claire's case, she was advised that wardship would be in her best interests, as she had an intellectual disability and was unable to manage her share of the inheritance. So Claire's mother had died and she had received an inheritance in the will. There were no attempts made to explore alternative options before making the application for wardship, such as providing bereavement counselling and offering supports such as how to manage finances, finding a home, or how to apply for a job. Wardship was the only option considered, and it resulted in the complete removal of Claire's human rights and independence. Being made a ward is also very expensive. Claire was responsible for the solicitor's fees, the cost of attending medical practitioners who had assessed her mental capacity, and for the annual fees from the court office. It is somewhat counterintuitive that an individual is expected to pay for their basic human rights to be taken from them for the purpose of being protected. So in this example, you can see how the respondent works with the storyteller to find out other aspects of the story that may be important for a general audience to understand, and to place it in context and really demonstrate very clearly the ways in which the law is failing this person, and not just this person, but anyone else who enters this system. I want to share just one more example with you, which is Maria's story. So this is a picture of Maria and her fiance, Paul. Both Maria and Paul have intellectual disabilities. So Maria said, I went to look at engagement rings for Paul and me. The man in the shop wouldn't let me try on the ring. He said, you can't get married, you're too young. He said it to my face, the cheek of him. He should mind his own business. I'm 47. I left the shop. It wasn't very nice. I want to marry Paul, but I can't. My sister got married. Why can't I get married? And so in responding to Maria, Sarah Richardson wrote about the law on marriage in Ireland and which Maria was experiencing, and how it impacts her and others. So Sarah wrote that the duty should not be on Maria to prove she understands the implications of marriage, but on the state to ensure that she has access to resources needed for her to enter into marriage if she chooses, with the person she chooses to. Neither should her decisions be held up to closer scrutiny than anyone else. She should be allowed to take risks and make mistakes like everyone without an intellectual disability can. How many people get married or enter civil partnerships with far less to prove? Maria might find 2 months, 2 years, or 20 years on she has made a mistake, fallen out of love, fallen in love with someone else, or just grown apart from the person she married. And if that happens, she should be able to start over again, like the people who are divorced in Ireland. Before that, though, she has the right to join the other 1 million people who are married, and you never know, she might just live happily ever after with the person she married. So again, I think it's through the combination of these stories and responses that we really illustrate the injustice. And my goal with this project was to reach a point where people, in reading these stories and responses,
And in meeting through the public events that we held throughout the project, all of the storytellers and respondents involved would say, oh, Maria, of course this shouldn't have happened to you. Of course you should be allowed to get married. And with Claire, of course you shouldn't have been made a ward of court. And for them to realize that it's not just Maria, not just Claire, that this should not have happened to, that we build up a loud chorus of voices, and that there are so many people this shouldn't have happened to, that we reach the conclusion that actually these systems are broken, and that it's not a question of making minor adjustments or reforms to these systems. We need to abandon them, and we need to start fresh with something else. So what did we learn in this project? I went into this project thinking we're going to design a whole suite of new legal reforms, but my storytellers and respondents were very quick to tell me that while they could see how law was the problem, they were less inclined to believe that law was the solution, at least from their own experience of things. And that rather having family, friends, and indeed professionals who trusted the person and provided a safety net for them where they were allowed to make mistakes and take risks, and they had backup and would not be abandoned if something terrible happened as a result of the risk that they took. We talked about discrimination that people experienced in the project, and many people felt that they would never have taken a legal challenge to what they experienced. So because this wasn't an effective remedy for them, they didn't know where to start to find a lawyer. They wouldn't have been able to get legal aid. And they also wouldn't have been able to afford a lawyer. So these were kind of major barriers to people in challenging the current system. We learned that we need structural change to make real difference in people's lives, and even making a massive law reform will not be enough on its own without a broader societal understanding of these issues and a willingness to address the root causes, whether it's poverty, whether it's institutionalization, whether it's the medicalization of distress, whatever those causes are that have led the person to end up in guardianship, then those are the things we need to tackle if we're serious about dismantling this legal system. We learned that we can't wait for the law to change because it will take too long. We in Ireland are still living under the 1871 Lunacy Regulation of Ireland Act. So it takes too long for the law to change. We need to change the practice on the ground now and not wait for the law. And we can do that in particular where we identify and build support with allies in influential positions. So one example of an ally that we developed in the project was a senior judge. They were, at the time that we worked with them, they were a judge of the Court of Appeal, which is the second highest court in Ireland. And they hadn't really done anything about, they'd never been involved in guardianship cases. They had never really been in their legal practice before they became a judge. They had never really represented people who, you know, entered into guardianship. They'd never really worked with disabled people or in the mental health service user system before, but they were just genuinely interested in this specific experience with the project. And so we invited them to be one of the policymakers that we paired with our pairs at the end of the project. And they learned a lot from that, and they agreed to they shared with us some information that within the courts, they have these user groups that are set up around for each tier of the court. And the user groups are to ensure the smooth functioning of the court and to think about how people access the court from a variety of different communities. So they ensured that there was representation from disabled people for the first time on these user groups for the courts, which we didn't even know existed. And then they also, subsequently, this judge became the president of the High Court. And so she is now actually in charge of the wardship list. So she's now oversees the implementation of the existing guardianship system in Ireland. And because we've developed this relationship with her, we are seeing a very different approach to these guardianship cases now than we saw under her predecessor. So I think in projects like this, identifying the allies and building on those relationships over time is really important. I was clear that I wanted people who were generally supportive, but maybe a little bit skeptical about how this could work in practice, and that I didn't want to involve people who were outright dismissive of the fact that this could ever happen, because there is a time and a place for dealing with the detractors. And I felt this project, especially where people were, you know, very generously sharing their personal experience, was not one where I was going to subject them to anyone who I felt would undermine their experience.
So I've probably spoken for too long already. I will end there. I have my final slide contains some resources from the project. We developed a toolkit for others who are interested in doing similar research, explaining step by step how we completed the project. We've also written academically about our methodology, as well as the Voices book, where you can find all the stories and responses that I mentioned. And if you're interested in more of the history of the development of the UN Committee's general comment, you can read an article I wrote with my colleague Anna about our involvement in that process. It's the final link on the slide. So thank you, and I'm happy to take questions. Merci beaucoup, Éléonore. Je pense on fera un tour de questions, si vous pouvez rester un moment avec nous encore, après les interventions de Marie Baudel et Stéphane Michelin. Je voulais montrer également en partage d'écran l'ouvrage que vous évoquez là à la suite de votre projet. Bon, j'essaierai de le faire tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez rester encore trois quarts d'heure avec nous? Super, merci. Alors, je passe la parole directement à Marie Baudel. Je pense qu'il faut que je vous laisse ce micro-là. Merci beaucoup, Benoît. Alors, comme je le disais tout à l'heure dans ma présentation, j'ai récemment soutenu une thèse à l'Université Nantes sur le droit international et la santé mentale. Alors, l'idée ici est de vous présenter assez brièvement ce travail de recherche et d'en tirer quelques éléments sur la question qui est l'objet de cette première table ronde, qui est la capacité juridique universelle. Concernant ce travail de thèse, deux angles d'attaque m'ont permis d'aborder cette question. Tout d'abord, celle de l'existence en droit international d'un droit à la santé mentale comme dimension du droit à la santé. Alors, je ne vais pas vraiment élaborer sur cette question. Et puis, la question de savoir comment le droit international appréhende la question des droits des personnes identifiées comme souffrant de troubles mentaux ou de handicap psychosocial, pour reprendre la terminologie du Comité des droits des personnes handicapées. Sur l'aspect des droits des personnes, la Convention relative aux droits des personnes handicapées est bien entendu apparue comme un instrument incontournable, puisque cette convention, influencée par l'apport des Disability Studies, marque le passage en droit international d'une appréhension des personnes handicapées comme récepteurs passifs de soins, de services, voire de charité, à de véritables sujets de droit. Ce changement de paradigme d'une logique tournée plutôt vers la protection des personnes à une logique tournée vers l'autonomie a d'ailleurs permis de structurer toute la démonstration, d'autant que les personnes considérées comme souffrant de troubles mentaux, pour ces personnes, la rupture est particulièrement nette, en tout cas en droit international, puisque quand on étudie un petit peu les textes de droit international, les textes de soft law avant cette convention, ces personnes étaient uniquement appréhendées en leur qualité de patients. Et alors que dans les textes en matière de handicap, il y avait déjà eu une évolution, et notamment en faveur de la réception du modèle social, alors que maintenant, elles sont dorénavant pleinement intégrées à cette évolution du domaine du handicap et considérées en leur qualité de citoyens. Et donc, j'en viens au sujet qui nous intéresse ici, puisque au cœur de cette évolution, au cœur de ce changement de paradigme, se trouve l'idée d'une capacité juridique universelle. Cette idée, elle implique que toutes les personnes physiques bénéficient de la personnalité juridique, donc c'est un préalable qui était de longue date reconnu, mais également de toutes les dimensions de la capacité juridique, la capacité de jouissance et la capacité d'exercice. C'est-à-dire que chaque personne doit être en mesure d'être titulaire de droits et d'obligations et de pouvoir les exercer. Alors, je ne vais pas revenir sur les concepts de prise de décision substitutive et prise de décision accompagnée qui ont été parfaitement expliqué par Éléonore Flynn, mais je vais juste apporter ici quelques peut-être éléments complémentaires de réflexion et de mise en contexte de cette idée de capacité juridique universelle. Alors, d'ailleurs, premier peut-être élément, peut-on parler avec cette convention relative aux droits des personnes handicapées d'une véritable universalisation de la capacité juridique, tout du moins en droit international? À mon sens, c'est le cas, puisque cette idée s'inscrit pleinement dans le projet des droits de l'homme,
qui est, pour reprendre une citation ici donc, de Patrice Reiss et Laurence Bois, le projet des droits de l'homme serait de sortir l'homme, tous les hommes, de la situation ancienne où certaines personnes étaient des choses, des biens non sujets ou sujets imparfaits. Et donc, comme l'a souligné tout à l'heure Eleanor Flynn, effectivement, on s'est rendu compte que certains groupes qui se voyaient privés de la personnalité, voire de la capacité juridique, eh bien, au final, pouvaient tout à fait l'exercer. Et on voit bien comment cette capacité juridique s'est étendue au fil de la construction des droits de l'homme. Et ce projet des droits de l'homme se met précisément en place en s'appuyant sur ces idées de personnalité juridique et de capacité juridique. On peut tout d'abord mentionner, alors pour reprendre un petit peu des éléments de contexte, on peut tout d'abord mentionner la pratique de l'esclavage qui est progressivement interdite au cours du 19e avec la poursuite de cette abolition qui est organisée par une convention relative à l'esclavage en 1926. Je fais un bond dans le temps. En 1966, dans un contexte de décolonisation, l'article 16 du pacte relatif aux droits civils et politiques énonce que chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. En 1979, la Convention relative à l'élimination de toutes les discriminations à l'égard des femmes prévoit pour la première fois des dispositions relatives à la capacité juridique, puisque selon l'article 15, paragraphe 2 de cette Convention, les États parties reconnaissent à la femme en matière civile une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens en leur accordant le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire. Finalement, en 2006, donc l'article 12 qui vous a été présenté à l'instant de la Convention relative aux droits des personnes handicapées prévoit des dispositions relatives à la capacité juridique donc des personnes handicapées. Donc, je ne reprends pas les différents éléments de l'article 12, mais on peut néanmoins mentionner l'article 12, paragraphe 2, les États parties reconnaissent que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l'égalité avec les autres. Comme cela a été évoqué tout à l'heure, le paragraphe 3 prévoit un droit à l'accompagnement, qui a été traduit par cette idée de prise de décision accompagnée pour l'exercice de la capacité juridique, et le paragraphe 4 des garanties juridiques destinées à encadrer les mesures relatives à la capacité juridique. Aussi, depuis 2006, deux types de restrictions à la capacité juridique sont autorisées en vertu du droit international. Les restrictions à la capacité juridique des enfants, puisque ceux-ci se voient reconnaître progressivement une certaine capacité juridique en fonction de leur maturité. Et c'est l'article 12, paragraphe 1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour autant, cette restriction, elle est temporaire et elle est destinée à les préparer à un exercice plein et entier de leur capacité juridique à la majorité. Donc, elle ne remet pas fondamentalement en cause ce principe de capacité juridique universelle. Autre restriction qu'on peut mentionner, celle à la capacité juridique des étrangers. On peut bien entendu penser à l'exercice des droits civils et politiques, notamment le droit de vote, mais cette restriction à la capacité juridique, elle ne relève pas justement de logique capacitaire, mais de l'exercice de la souveraineté étatique et donc du rattachement d'un individu à un État par le biais du lien de nationalité. Donc là encore, on n'est pas dans une remise en question du principe de la capacité juridique universelle. Donc le principe, il est, en tout cas en droit international, plutôt bien établi depuis 2006. L'État doit reconnaître que toutes les personnes majeures bénéficient de leur pleine capacité juridique. Ce principe, il est donc reconnu au sein du système, en tout cas des Nations Unies, sur le fondement de la CDPH. Pour autant, comme vous le savez, cette capacité juridique universelle n'est pas universellement acceptée. Si le système des Nations Unies il est en grande partie favorable à la réception du cadre juridique, du cadre normatif issu de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, ce n'est pas le cas de tous les ordres juridiques. Effectivement, ce système des Nations Unies, il est proche du point d'impact que représente la Convention, mais plus on s'éloigne de ce point d'impact, plus on se rend compte que le bilan et la réception de cette idée dans les différents ordres juridiques est plutôt mitigé. Alors, juste pour vous donner une idée de la manière dont cette idée de capacité juridique universelle est réceptionnée dans les différents systèmes juridiques. Dans le système interaméricain, donc il y a un système interaméricain de protection des droits de l'homme qui est doté
d'une convention spécifique, une convention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées. Elle a été adoptée avant la CDPH en 1999 et le Comité pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des personnes handicapées, qui est l'homologue interaméricain du Comité des Nations Unies, a en 2011 invité les États parties à interpréter la Convention interaméricaine conformément à la Convention des Nations Unies et en particulier conformément à son article 12, donc tel qu'interprété par le Comité des droits des personnes handicapées. Et donc, on voit donc que dans le système interaméricain, celui-ci est plutôt favorable à la réception de cette idée donc, de capacité juridique universelle. Concernant le système africain, brièvement, de protection des droits de l'homme, il semble aussi aller dans le sens d'un rapprochement avec le cadre normatif issu de la CDPH, puisqu'il bénéficie aussi d'un instrument spécifique. Alors, c'est le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique, qui est assez récent, qui a été adopté en 2018. Et ce protocole additionnel s'inscrit véritablement dans la continuité de la CDPH. Et justement, sur la question de la capacité juridique, cet instrument, il va même plus loin, puisqu'il prévoit que, je cite, les politiques et lois ayant pour objet ou pour effet de limiter ou de restreindre l'exercice de la capacité juridique sont révisées ou abrogées. Donc, on a un protocole ici additionnel, un instrument régional qui va plus loin encore que la Convention des Nations Unies, en tout cas qui est beaucoup plus clair et qui prend en compte tout l'apport d'interprétation du Comité des droits des personnes handicapées. Pour autant, ce protocole, il n'est pas encore entré en vigueur puisqu'il n'a pas été ratifié par un nombre suffisant d'États. Concernant le système européen de protection des droits de l'homme, alors qui est sans doute celui que vous connaissez le mieux, qui est celui du Conseil de l'Europe et de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est connu en France, alors c'est sans doute celui qui nous intéresse le plus ici et c'est celui aussi qui a peut-être la force de frappe la plus importante sur les législations nationales. Donc, il va sans doute être le plus à même de venir modifier les droits nationaux. Or, ici, si la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme a fait l'objet de quelques avancées en matière de droits des personnes handicapées et sur ces questions justement de capacité juridique, elle admet toujours que les États puissent opérer des restrictions à la capacité juridique des individus. Dans un arrêt de 2012, l'arrêt Stanev contre Bulgarie, la Cour européenne des droits de l'homme a reconnu qu'il était nécessaire d'accorder aux personnes, aux personnes souffrant de troubles mentaux, une autonomie juridique optimale. Elle a également établi dans ce même arrêt l'existence d'un droit d'accès à un tribunal pour demander le rétablissement de sa capacité juridique. Néanmoins, elle ne va pas jusqu'à estimer que les personnes ont un droit à ce que ce tribunal rétablisse automatiquement leur capacité juridique. Ils ont simplement le droit d'en faire la demande. Cette position de la Cour européenne des droits de l'homme, elle peut être bien évidemment critiquable sur le fond, puisqu'elle apparaît en contradiction avec la position du Comité des droits des personnes handicapées. Et on peut la critiquer parce qu'elle n'irait pas justement assez loin. Pour autant, elle est cohérente avec la manière dont la Cour opère pour faire évoluer sa jurisprudence. Généralement, avant une évolution jurisprudentielle de la Cour, elle se réfère à l'existence d'un consensus parmi les différents États membres du Conseil de l'Europe. Or, justement, ici, si un consensus existe entre les différents États membres, eh bien, c'est plutôt un consensus en faveur de la persistance de restrictions à la capacité juridique, puisque la grande majorité des législations nationales en Europe ne sont pas en conformité avec le cadre juridique issu de la CDPH et cette idée de capacité juridique universelle. Effectivement, en France, et je pense que ce sera discuté, l'existence de mesures de tutelle et de curatelle ont pour conséquence de priver certaines personnes de l'exercice, en tout cas autonome, de certains droits qui peuvent être relatifs à leur personne ou à leur patrimoine. Et donc, quelques éléments pour terminer, pour en venir à la doctrine française. Alors, certains auteurs, en termes de réception de ce cadre juridique, c'est cette idée de capacité juridique universelle, ont pu estimer que la réception de la CDPH pouvait s'opérer à droit constant, donc sans modification du cadre législatif. Que cette évolution, cette capacité juridique universelle, elle nécessitait plutôt une évolution des pratiques, une augmentation des moyens
mais pas nécessairement un bouleversement du cadre juridique et une abolition, comme le demande le Comité des droits des personnes handicapées, des mesures de tutelle ou de curatelle. Alors, si je comprends le caractère pragmatique de cette position, je pense que néanmoins que la notion de capacité juridique traite de manière assez fondamentale de la relation entre l'individu et le système juridique et l'État et le système de droit. Elle inscrit l'individu dans un système de droits et d'obligations qui vont avoir un impact très concret sur son pouvoir d'agir au quotidien. Ces auteurs donc, que j'ai mentionnés plus tôt s'inscrivent malgré tout dans ce paradigme, ce nouveau paradigme autonomiste issu de la CDPH, alors que d'autres réfutent complètement cette idée de capacité juridique universelle et estiment que le droit français est plus protecteur et qu'il faudrait se garder de ce péril autonomiste qui proviendrait notamment des évolutions en matière de droits de l'homme. Et selon eux, les restrictions à la capacité juridique, abolir les restrictions à la capacité juridique risquerait de priver les personnes de toute forme de soutien. Alors, là encore, je ne rejoins pas cette opinion, mais pour autant, je pense qu'elle met de manière très importante en lumière le risque de voir des législateurs nationaux s'engouffrer avec enthousiasme dans une réforme du droit civil, voyant dans les préconisations du Comité des droits des personnes handicapées une opportunité pour réduire les moyens alloués à l'accompagnement de ces personnes. Or, on est bien loin, et je pense que c'est très important de le rappeler, de l'esprit de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et des préconisations du Comité des droits des personnes handicapées, puisque ceux-ci mettent justement en exergue, d'une part, la nécessité de développer et de diversifier les formes d'accompagnement, mais également de porter une attention à la garantie des droits économiques et sociaux qui permettent de garantir à chacun des conditions dignes d'existence. Et c'est là peut-être un préalable au développement de pouvoir d'agir des individus et d'exercice de certains droits. Et donc, pour conclure, et là je rejoins tout à fait la présentation précédente d'Eleanor Flynn, pour conclure, il semble que l'évolution du système juridique passe par une démonstration, je crois, de la faisabilité pratique du modèle autonomiste de la Convention et de cette idée de capacité juridique universelle. Et donc, il s'agit de démontrer qu'il ne s'agit pas uniquement de la dogmatique des droits de l'homme, mais peut constituer une véritable réalité dans la pratique. Alors, juste un élément, l'OMS est engagée dans cette voie avec la publication d'un guide pratique qui recense des services de santé mentale qui sont respectueux de la CDPH et de cette idée de respect de la capacité juridique des personnes. Mais pour autant, la mise en œuvre de la capacité juridique universelle, à mon sens, ne peut se passer d'une évolution juridique et d'une reconnaissance juridique. J'espère avoir ouvert quelques pistes de discussion et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Marie Baudel. Je crois que ça cartographie bien effectivement les positions et c'est bien utile pour nous. Je vous propose de donner aussi la parole une quinzaine de minutes à Stéphane Michelin et puis ensuite, déjà ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à me faire signe ou à commencer dans le chat les commentaires. Comme ça, on pourra lancer aussi la discussion directement. Stéphane Michelin, à vous. Oui, merci. Écoutez, moi, je vais vous présenter le projet européen Erasmus Plus à déchoisir que j'ai coordonné. Il s'inscrit dans la suite logique des derniers propos de Madame Baudel, c'est-à-dire que en tant que professionnel de terrain, on est allé essayer de voir dans une optique, une démarche de benchmarking, de parangonnage, d'aller voir la faisabilité pratique de la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies par les opérateurs sur le terrain et essayer de repérer quelles sont les bonnes pratiques émergentes. Donc, ce projet européen s'appelle donc AD Choisir. Il a duré 24 mois. Alors, je suis dans une position un petit peu ambiguë parce que la rédaction finale du rapport n'est pas tout à fait terminée et je ne peux pas m'avancer sans avoir eu l'aval et le sceau de mes collègues d'autres pays. Mais je vais quand même vous en dire quelques mots sur le déroulé, bien évidemment, et quelques grandes lignes de conclusion, mais sans trop
m'appesantir dessus pour respecter le protocole. Voilà. Donc, il a duré 24 mois. Il avait pour ambition de faire prendre conscience à nos professionnels de nos structures de ce changement de paradigme professionnel et sociétal qui est l'inclusion sociale respectueuse des droits et des volontés pour les adultes vulnérables qui sont sous mesure de protection. Voilà. Et nous avons besoin aussi d'avoir, en tant que gestionnaire d'organisations médico-sociales, des outils de cartographie de compétences, des outils pour l'apprentissage, pour permettre l'apprentissage de l'autonomie des personnes, de l'autonomie décisionnelle des personnes. Et donc, on est allé rechercher cela sur le terrain. Ces partenaires avec lesquels nous avons travaillé, d'abord, nous, ce n'est pas très élégant, mais on va commencer par se présenter nous-mêmes. Nous, c'est l'URAF, l'Union régionale, et dans cette union régionale, un certain nombre d'unions départementales, et on représente à peu près 8000 personnes à mesure, qui ont bénéficié d'une mesure de protection, qui sont suivies dans nos services. Il y avait comme partenaire à Girona, en Catalogne, la Fondation Support, qui est un partenaire de Cap Droit aussi, et qui intervient beaucoup dans ce champ-là. Et notamment, je fais une parenthèse, grâce au travail de la Fondation Support, mais pas que, la loi espagnole a changé, je pense que quelqu'un le dira à un moment donné, mais la loi espagnole a changé, le code civil espagnol a changé, et maintenant, il n'y a plus de mesures de tutelle dans le droit espagnol. Et les mesures d'assistance ont pris place dans le droit espagnol aussi. Ça, je pense que c'est aussi, pas que, mais un travail que nous devons en partie à la Fondation Support de Gironde. Toujours de Gironde, il y avait la Fondation Campus Arnau d'Escala, qui est un groupement à la fois universitaire et associatif de recherche en éthique appliquée à l'action médico-sociale, notamment. Et voilà, donc c'était plutôt sur une démarche et de formation, voilà, et de formation des professionnels du champ de l'action sociale et médico-sociale. Nous avions et nous avons comme partenaire en Allemagne l'International Guardianship Network, donc qui est ce réseau de tuteurs internationaux, et donc un des coprésidents est allemand et faisait partie de ce projet-là. Nous avions dans le projet UNAFOR, qui est l'organisme de formation de l'UNAF, et qui est, je crois, un des plus importants organismes de formation de mandataires judiciaires à la protection des majeurs en France. Au Luxembourg, nous avions un service d'accompagnement tutélaire, et nous avions en Slovaquie l'agence pour l'emploi adapté ou accompagné, qui était aussi le dernier partenaire. Ce projet avait donc plusieurs objectifs attendus en termes de production. C'est bien évidemment un rapport sur les visites d'études faites et sur les bonnes pratiques repérées, une cartographie première des compétences et des besoins des formations ou un outil que nous aurions pour nos professionnels médico-sociaux que nous salarions. L'amorce d'un projet partenarial en innovation pour continuer ce travail-là sur notre projet européen de plus grande ampleur, où là, vraiment, on travaillerait sur des outils innovants à destination des professionnels, et la pérennité ou la continuation de ce réseau européen de professionnels de la protection juridique. Voilà. Donc, la méthodologie que nous avons utilisée, c'est vraiment une démarche empirique qui a été faite sur la base d'observations et d'analyses de bonnes pratiques. Dans un premier temps, nous sommes mis d'accord sur une définition de ce qui était constitutif de l'accompagnement
dans le cadre de nos missions, définissant cet accompagnement dans tout ce qui est, en quoi ce qui est mis en œuvre va permettre de mettre la personne en situation de réaliser des apprentissages. Ces apprentissages lui permettant, étant un des éléments constitutifs d'un pas vers une autonomie retrouvée, recouvrée, ou une promotion de l'autonomie de la personne. Donc, on a défini un modèle d'accompagnement qui nous permettait donc de voir si les pratiques faites avec et pour les personnes protégées pouvaient s'inscrire dans ce champ de l'accompagnement et n'étaient pas de la prise en charge ou n'étaient pas du faire à la place, mais vraiment était quelque chose qui relevait de l'accompagnement. Donc, nous avons fait ce premier travail-là. Ensuite, nous avons fait une grille d'observation clinique. Alors, je dis clinique, mais le mot, tous les professionnels de la clinique pourraient me sauter dessus parce que c'est vraiment une petite clinique, on va dire, là-dessus, mais qui nous permettait d'observer les pratiques du terrain et que l'on complétait avec une grille sur une cartographie des incidences. C'est un outil, j'ai un très mauvais anglais, mais qui s'appelle Outcome Mapping, où effectivement, on essaye de comprendre à travers la complexité des interactions entre les acteurs du système en jeu dans la protection-là, qu'est-ce qui relevait véritablement de l'influence apportée par l'accompagnateur dans les changements constatés, et en même temps, comment l'accompagnateur lui-même était impacté par les changements de la personne qui l'avait accompagné. Donc vraiment, c'est essayer d'avoir un regard un petit peu sur ces interactions-là pour avoir aussi un regard modeste sur la zone d'influence qui pouvait être imputable à la mission et au travail qui était fait. Donc de ces grilles d'observation, on a défini ce qui était pour nous un modèle d'analyse de bonne pratique, en distinguant ce qui est une bonne pratique de ce qui serait vraiment une très bonne ou une pratique excellente ou respectueuse de la Convention, avec deux focus particuliers. Un premier focus mis sur la personne accompagnée et sur l'accompagnement, et un second focus plutôt mis sur le service qui portait cet accompagnement-là. Et on a cherché à répondre à un certain nombre de questions définissant et permettant ensuite de faire une cotation de ces pratiques observées. Est-ce que la pratique était innovante ou pas? Sachant que dans ce mot d'innovant, c'était soit une pratique qui était inexistante et qui vient compléter au regard de la Convention internationale quelque chose, des pratiques qui existaient déjà, ou alors vraiment, on était vraiment dans une innovation de rupture et on observait quelque chose qui allait en rupture totale avec ce qui pouvait être fait jusqu'alors. Voilà. Donc, est-ce que la pratique était innovante? Est-ce que l'accompagnement que l'on avait vu s'inscrit durablement dans le projet de la personne? En gros, est-ce que la pratique, c'était juste conjoncturel parce qu'il fallait répondre à un moment donné à quelque chose ponctuellement, ou alors c'était quelque chose de plus structurel et qui s'inscrivait dans un temps un petit peu plus long, avec un processus d'accompagnement à plus ou moins long terme là-dessus. Pour savoir si c'était une bonne pratique, on se questionne aussi pour savoir si est-ce qu'elle est reproduisible, répétable pour d'autres articles de la Convention que ceux qui avaient été observés, ou alors dans d'autres champs ou dans d'autres pays, ainsi de suite. Donc voilà, on a essayé de voir qu'est-ce qui pouvait être reproduisible dans cela, et forcément, c'est d'autant plus intéressant que ce qui est collecté peut être reproduisible. Et enfin, est-ce que c'était indispensable? Est-ce que vraiment il y avait besoin de ça pour que un ou plusieurs articles de la Convention des Nations Unies soient respectés ou mis en œuvre là-dedans? Voilà. Et donc, bien évidemment, plutôt sur quel article se jouait un ou plusieurs articles de la Convention sur lesquels se jouait la pratique que l'on avait pu observer.
Ça, c'est par rapport à la pratique et la personne et l'accompagnement. Et par rapport au service, ce qui nous intéressait de savoir, c'était est-ce que les avantages de ce qu'on avait observé avaient été identifiés par le service? C'est-à-dire que vraiment, est-ce que déjà il y avait un premier travail d'analyse sur les avantages de ce qui avait été fait par rapport à ce qu'il y avait avant ou pas, ainsi de suite. Est-ce que ce que l'on avait observé était une pratique qui était formalisée? Est-ce qu'il y avait une forme de formalisation de cette pratique-là? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui avait été formalisé, mais en plus qui avait déjà été amélioré, qui avait déjà fait l'objet d'un travail réflexif pour aller encore plus loin dans l'amélioration de cette pratique-là? Et dernier élément de notre travail d'analyse d'un point de vue du service qui portait cette pratique-là, est-ce que ce service-là était allé jusqu'à faire un retour sur investissement de la pratique observée? Et partant en croisant tout ça, on en arrive à une cotation d'un certain nombre de ces pratiques que nous avons pu voir dans ces différents pays. Une fois qu'on a fait cette cotation-là, ben c'est les pratiques qui avaient le plus de points, tout simplement, qui faisaient l'objet de ce recueil et de cette analyse éventuellement complémentaire pour avoir vraiment l'intégralité de ce qu'on avait pu observer et des corrélations entre ce qui a été pu observer et l'environnement dans lequel législatif, économique, sociétal, dans lequel cela se produisait. Voilà, donc ça, c'est le premier travail. Et là, nous sommes en train de finir la recompilation de toutes ces pratiques-là. Ensuite, le deuxième point qu'on s'était donné là-dessus, c'est de dire, mais puisqu'on observait aussi des bénévoles, mais aussi beaucoup de professionnels qui travaillaient, essayer de voir quelles compétences professionnelles, plutôt transverses, étaient mobilisées pour réaliser cela. Et du coup, en tant que gestionnaire de service, dans nos plans de formation, dans notre GPEC, donc gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qu'est-ce qu'il faudrait aller chercher que nous n'avons pas encore, ou qu'est-ce que nous avons mais qu'il faut mieux développer pour permettre à des professionnels d'accompagner des pratiques vertueuses et respectueuses de la Convention des Nations Unies sur nos terrains respectifs. Voilà. Voilà, donc on a repéré, dans chaque pays, nous avons retenu au moins 3 pratiques dont nous pouvons considérer qu'elles sont comme celles tendant le plus vers l'application de la Convention des Nations Unies dans un ou plusieurs articles de cela. Voilà, donc ça, c'est ce premier travail-là. Maintenant, ce que je vous propose, mais vraiment, c'est pour en terminer, c'est à titre, je dirais, tout à fait personnel, et ces propos-là n'engagent vraiment que moi, parce que cette validation n'est pas encore entièrement partagée, j'en suis dans la rédaction. Mais très simplement, dans tout ce que l'on a vu, déjà, il y a un postulat de base. C'est qu'il y a une sorte de principe d'éducabilité, c'est-à-dire que dans tout ce qu'on a vu, on a trouvé des professionnels ou des bénévoles ou des structures qui partaient du principe que chaque personne est capable d'apprendre quelque chose et est capable de se mouvoir dans sa tête ou dans sa pratique sur le terrain là-dessus. Autre élément fort, c'est un élément d'altérité. Dans tout ce que l'on a trouvé, on a trouvé cet élément-là d'altérité forcément qui était là. On a trouvé aussi, très souvent, dans l'analyse qui a donné naissance à ces bonnes pratiques pouvant être ponctuelles ou tout un service qui sera organisé, et ainsi de suite, on a trouvé un certain nombre d'éléments. C'est-à-dire qu'il y avait toujours une approche systémique et une vision globale et complexe et en complexité des situations et des interactions. Et je dirais, pour faire très bref, mais le mot est un petit peu détourné de son sens, il y a presque une approche quantique de la chose. C'est-à-dire que vraiment, c'est les services qui ont compris qu'il y a plusieurs niveaux de réalité à la fois et que tous ces niveaux de réalité-là sont aussi bons les uns que les autres, mais qu'il faut travailler sur ces différents niveaux de réalité. Et dans ces pratiques-là, on a bien vu que la réalité professionnelle, la réalité
de la personne accompagnée, la réalité de l'institution dans laquelle tout ça se jouait, ou du terrain, de la rue, du territoire, ainsi de suite, tout ça s'entremélangeait de façon construite. Et on a très souvent trouvé aussi que dans ces bonnes pratiques-là, et je crois que quelqu'un l'a dit auparavant, la pérédance ou pérémulation, en fait, tout l'apport des pairs était très souvent mobilisé dans ces choses-là. Voilà. Merci beaucoup, Stéphane. Juste un dernier mot, et j'en terminerai là. De toutes ces choses-là, et pardon Benoît, juste pour terminer là-dessus, juste pour dire, peut-être ça enchaînera sur cette notion de capacité universelle, mais ce qu'on peut voir, c'est que dans tout ce travail sur l'autodétermination qui peut être fait ou observé, en réalité, j'aurais tendance à dire, pour faire très très bref, que cet article 12 de la Convention ne peut exister que s'il existe préalablement tous les autres articles. Voilà. Et les autres articles de la Convention sont des conditions sine qua non à l'effectivité de l'article 12, mais en même temps, c'est cet article 12, et c'est parce qu'il y a cet aiguillon dans les services, dans les trucs, que ça permet l'avènement des autres articles et des autres dimensions de la Convention. Je ne sais pas si je suis très, très clair sur cette forme d'aller-retour entre l'article 12 comme horizon et en même temps cet article 12 et les autres articles comme étant nécessaires pour que l'article 12 de la Convention puisse exister. Voilà, donc très je t'arrête Stéphane, parce qu'on ne va plus avoir de temps pour l'échange. Jacques Lequien m'a demandé de te demander ce que la physique quantique, quelques explications, mais tu pourras lui donner en off tout à l'heure. Oui, c'est parce que il fallait faire très court et que j'ai fait quelques raccourcis très réducteurs d'un point de vue sémantique. Peut-être pour lancer quelques échanges, moi j'aurais une question surtout à tous les trois sur j'ai eu le sentiment un peu parfois aussi, parce qu'on a un souci particulier avec les mesures de tutelle curatelle, mais que cette capacité juridique universelle visait surtout les mesures de tutelle curatelle, là où j'ai l'impression que c'est une approche des droits humains qui n'est pas spécifiquement pour les personnes en situation de handicap. Donc, sur cette tension, est-ce que ce sont des droits humains qui seraient spécifiques au handicap, ou est-ce que ce seraient des droits humains de manière plus qui reconfigurent en fait notre vision des droits humains? Voilà, si Éléonore, Stéphane ou Marie, vous avez un regard là-dessus. Et puis peut-être, n'hésitez pas s'il y a des questions. Hein. Questions. Sure, I'm happy to answer that or to start the discussion on that. On va prendre encore une ou deux questions et puis on vous laissera ensuite la parole. Très, très, très rapidement, juste une petite remarque. Je n'ai pas pu assister à tous les échanges, mais ce qui m'est venu à l'esprit, c'est finalement dans cette dynamique, qu'est-ce qui est de l'ordre de la pratique des professionnels, qu'est-ce qui est de l'ordre des droits universaux et qui s'inscrivent aussi dans des valeurs, des principes éthiques, et puis qu'est-ce qui est de l'ordre des lois. Vous disiez que c'était important finalement que ça se transcrive dans les lois, mais j'avais aussi le sentiment qu'il y avait un truc direct qui se passait, et là on a entendu, je crois, des droits universaux aux pratiques, et sans passer par l'étape loi, quoi. Bon, voilà, c'était juste cette petite réflexion. Une troisième question de Jacques Lequien. Désolé, monsieur, pour moi, on avait été trop vite, il n'y a rien compris que vous l'avez dit. Désolé. La dame, la première, vous, quand vous disiez, quand on est sur curateur ou tuteur, on n'a pas quoi, on n'a pas de soin de changer la personne. Là, je ne suis pas d'accord avec vous parce qu'automatiquement, on va dire en France, automatiquement, nous les Français, on a des soins, soit la famille ou soit des copains ou alors quelqu'un étranger. C'est ça, moi, j'ai fait.
C'est que après, bon, les études que vous avez fait, bon, c'est bien, c'est que c'était pas, on va dire, c'était pas pour que vous disiez tout, je sais pas, parce que je retiens pas tout, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que dans les trucs, j'étais peut-être pas d'accord avec vous. Désolé. Éléonore, si vous voulez reprendre. Sure. Yeah, I think I can certainly take a go at the first and third questions, which I think were more for me. So on the first question, this is really important when we say universal legal capacity and universal human rights. What are we talking about? Who do we mean? I think this is great for me to have the opportunity to clarify this. So the goal of the drafters of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, or their mandate, what they were instructed to do, was not to create any new rights, but rather to only restate the application of the existing, already agreed upon human rights to persons with disabilities and their specific situation. Now, we can argue, people have different views on whether they in fact created new rights or didn't. Depends on your ideology, which argument you want to pursue. But I can see, an argument for both sides. When it comes to legal capacity, this right was already recognized in many existing human rights conventions, and the term legal capacity, for example, is used in the Convention on the Elimination of Discrimination Against Women, where it talks about states needing to recognize that women have an equal legal capacity to men. So this is already a human right. What we may have gone one step further in the application of this right for this group is in saying the need for support. So you have this right, but you also have a right to access support if you wish to exercise this right. And that element wasn't previously made clear or stated in any other human rights instrument. Now, the challenge is this is stated in the human rights instrument that is specific to persons with disabilities. And even if we have a very broad definition of persons with disabilities, there will be others who don't fit that definition who may be under guardianship currently. So again, I would argue the definition is broad enough to include all older people, drug users, lots of others who might be placed under guardianship for different reasons. But even if there are others who would benefit from this, who are not currently understood to fall within this category, I think we have to return to that idea that it is for persons with disabilities on an equal basis with others. So whatever is made available to persons with disabilities as a support must be made available to persons without disabilities as well on an equal basis. This is a challenge because in my context, especially, the state was very clear. They do not want to pay for supported decision-making. They want people to use the existing support they have in their lives to help them make decisions, and they don't want to set up a state-funded system of supported decision-making. And if they do set that up, they will certainly want to restrict who can access it. And so saying, okay, we will do this, but only for persons with disabilities, means that the state can spend less money on it and makes the state happier. But according to human rights law, the obligation is not just, I would argue, to persons with disabilities, even though that is the first convention where we see it appear. I mean, I can make this lovely theoretical argument, but I have a very difficult time convincing states that this is in fact what they need to do. So I think that will require a real political will and a push in terms of political lobbying and activism. The third question for me, I think, was about when I talked about people having a right to refuse support or maybe not receiving support. So I think for me, this is very important component of the general comment, because it says people may feel that I'm making bad decisions and that I should have some support, but it should always be my right to reject that. I should always be able to say, no, thank you. Perhaps I am making bad decisions, but I would like to continue making them. And I will then experience the consequences for having made those bad decisions. And that is the other side of legal capacity that we haven't discussed as much this morning, but it's equally important. So I think that what I wanted to make sure that I was being clear about as well is that when people don't have anyone in their lives who support them, so if they have
if they have family they trust, they may have paid professional services in their life that they have good relationships with, that they may be able to ask to support them in decision making. It depends again on the legal context, because in my country, for example, under the new law, which we passed but did not put into force yet, under the new law, you are not allowed to have someone as your supporter who is an employee in a residential service where you live. So if you live in a retirement home or in a social care institution for persons with intellectual disabilities, you cannot ask a staff member from that service to be your designated support person under the law. And this is a problem for many people because they do not have anyone else that they trust in their lives. They don't have any relationships left with their family. Or they may have no family left alive, and they have no connection to the broader community. So I think what's really important there is that as part of the state's obligations under human rights law, that the state supports people to make connections in their communities. And through those connections, then people can decide if this is a person that I wish to ask to support me in my life to make decisions. And it also may be that important for the state, again, it depends on the context, but to provide a professional paid service where supporters are available to support people, to build up those relationships with them, to make decisions, to support them to interpret their decisions. But that's an option that has, I suppose, a bit more conflict potential in it. And we don't want to replace necessarily the profession of guardianship with another profession, which is going to have similar problems. So that's an issue where I think we would need more debate. But I just want to be clear on that. So I'm not saying that people should have no support. I'm saying people should have the right to refuse it, and people should have a choice of what the support is, whether it's a family member, a neighbor, a friend, or a professional person. They should have that option. I hope that makes it a bit clearer. Merci beaucoup. Marie Baudel. Merci beaucoup. Alors, je vais revenir sur la première question. Je pense que c'était plus une remarque, sauf si vous souhaitez que je revienne également sur votre remarque. Alors, sur cette question c'est vrai que les questions de la tutelle et de la curatelle et des mesures de prise de décision substitutive concentrent une grande partie du débat sur cette capacité juridique universelle. Mais pour autant, il faut voir cette idée-là un petit peu en interaction aussi avec les autres articles de la Convention et tout le système de pensée de la Convention, et notamment par rapport à l'idée d'accessibilité qui est la Convention presque un préalable à la fourniture d'accompagnement. Avant de proposer un accompagnement, il faut déjà que l'exercice des droits ou que les personnes puissent accéder à un certain nombre d'informations, un certain nombre d'options. Donc, il y a cette idée vraiment d'accessibilité qui est peut-être bien plus large que les questions de tutelle ou de curatelle ou d'exercice de la capacité juridique au sens strict, puisque et dans cette idée d'accessibilité, on peut également mettre l'idée d'universal design et de modèle social du handicap, et qui renvoie à l'idée plus générale de rendre la société inclusive pour tous, pour les personnes handicapées, mais pas uniquement pour les personnes handicapées. Et voilà, comment rendre cette société plus inclusive, et à partir de là se construisent progressivement peut-être des strates d'accessibilité, d'accompagnement. Mais vraiment, cette convention, je pense, et Eleanor Flynn peut-être confirmera mes dires, elle est vraiment pensée comme un système d'ingénierie sociale, ou de repenser la société pour la rendre inclusive, vraiment pour tous, sur ces notions d'accessibilité, de conception universelle notamment. Merci beaucoup. À toi, Stéphane, avec un ralentissement un tout petit peu de ton rythme. D'accord. Oui, écoutez, non, je ne rajouterai pas beaucoup de choses à ce qui a été très bien dit. Je partage tout à fait cette idée-là. C'est vrai que notre champ d'intervention en tant que service de protection juridique était forcément un travail plutôt avec une focale autour des mesures de protection, tutelle, curatelle. Mais effectivement, on est avec la Convention, et dans ce que l'on a vu, on tend vers une société plus inclusive. Et en tous les cas, pour les personnes autour de la table ou en visio, les Français peuvent aller voir, ou francophones, peuvent aller voir ce qu'a produit
la Caisse nationale solidarité autonomie vers une société plus inclusive. Et on retrouve bien cette idée d'ingénierie que Madame Baudel évoquait à l'instant. Voilà. Donc effectivement, je partage cette idée-là de dire que la Convention des Nations Unies ne se limite pas aux personnes handicapées et est valable pour n'importe quel citoyen. Voilà. Merci beaucoup, Stéphane. Peut-être un commentaire de Wayne Martin? Non, Wayne n'a pas l'air d'être prêt. Yes, thank Jean-Philippe? you. Sorry, I was just struggling with technology there for a minute. Can you hear me okay? Yes, perfect. Okay. So Benoit had asked me to respond a bit to this presentation. He gave me 3 to 5 minutes. Is that still okay, Benoit? Yes, yes. All right, great. Thank you for all of that. It's super, super interesting. And thank you in particular to Eleanor for laying that out. I have learned so much from her work and her group over the years, and I've dragged her to so many meetings with hostile public officials, and she has been so fantastic in the work that she's done there. I was privileged to be a kind of witness to the Voices project, and I learned a huge amount from that. Having said all that, though, I mean, I warned you, I'm a gadfly, I'm a skeptic, and there are certain things that are being said about universal legal capacity that I think are wrong, that I think there are arguments that are being made that are fallacious. There are claims being made about the convention that I think are not sustainable. And most importantly, they're not winning the argument in the broader public policy conversation that I am party to. Maybe they're winning some arguments, but they're not winning those arguments. So I'm just going to share a couple of slides here about that. If I could just figure, am I able to do that? Let's see. There we go. All right, here we go. That's me. That's the gadfly. It's a Socrates reference for those of you who are not aware. Socrates he said, I'm the gadfly. I sting you to make you better. And they killed him. That's what they did to Socrates. So I hope you won't do that to me. All right, so I'm not going to go through all of the arguments here. It's intricate, it's important, it's complex. I refer you to these 2 reports that we prepared for the Ministry of Justice here in 2014 and 2016. They're not popular at the committee. They take issue with the interpretation of the convention that's been advanced by Eleanor's group and also at the committee. So the link there is up there, and I'm happy to share that with people if they are interested. I'm just going to focus on one thing here for today. I'm happy to engage in these discussions further. But this is the slide with which Eleanor began. It's a old paper of Anita Dandas from 2006. I believe it's been refuted. But Eleanor continues to rely on it. And so it begins with what in logic we would call a false dichotomy, I suppose. But it says fundamentally there are 2 choices before humankind. One recognizes that all persons have legal capacity, and the other contends that legal capacity is not a universal human attribute. Okay, so those are the 2 choices that Danda is giving us. Those are the 2 choices that Eleanor is giving us. One side or the other. Which side are you on? Those are the choices. And so here, I just want to, these are arguments we've been having for a decade now. And so here's a simple syllogism from a simple philosopher.
premise one, children do not have full legal capacity. This is my Google Translate, Stephanie. I hope it's right. Eleanor said that in her presentation. They don't. Children don't have. We do not allow children to spend all of their money, for example, to make all of their decisions about healthcare and so on. Children do not have full legal capacity. I think we're all agreed about that premise in this room. And here, the definition of full legal capacity that I'm relying on is the one that the committee offers in, I think it's paragraph 12 of General Comment 1. Okay, that's premise 1. Premise 2, children are human. Okay, I think we're all agreed about that. And so it just follows from those two premises that full legal capacity is not a universal human attribute, right? Children don't have it, so it's not universally human, okay? I think it's just simple. I think it's true. I think actually we all believe it. I think Eleanor believes that conclusion, right? I mean, she certainly believes the two premises, and the conclusion just follows. And yet, she keeps saying this other thing. So actually, when we come back to this choice, Eleanor, I think you're on my side. I think, in fact, faced with this choice of humankind, what's the choice? Either you recognize that all persons have legal capacity, or it's not a universal human attribute. So in fact, you're on the side that says it's not a universal human attribute. Okay, so it's simple, it's not complicated, but I feel like if you continue to say it when you don't believe it, then we're just doing politics, it's just rhetoric. Maybe the politics and rhetoric is important, but it seems odd to me to continue to rely, and I've been making this point for a decade or more now. So here are some of the responses that I've heard. Some people say Wayne is infantilizing persons with disabilities. He's comparing persons with disabilities to children. And that's an old, it's been going on for years. It's in the Napoleonic Code. It's a terrible, terrible thing. It's just not true. That's not what I'm doing. I'm just trying to probe to see whether you really believe what Donda said in 2006, which is that full legal capacity is a universal human attribute. I'm not saying anything in that about persons with disabilities. I'm just trying to find out if you really believe what you say there. A second response I've heard is, well, when we say universal legal capacity, we mean universal legal capacity for adult human beings. Children will get it when they're adults. So to that, I would say, if that's what you mean, then you should say that clearly, and you should no longer rely on that refuted 2006 article, because that's not what that article says. That's not what that slide says. And so you shouldn't use that slide anymore. You should be clear in saying really what you mean. But then the next step is you've got to think, well, why is it that children don't enjoy it? You say, well, they'll get it when they're 18. What if they have a fatal disease and they're going to die before they're 18 or 16 or whatever it is? And what is it about children that we think they don't enjoy full legal capacity? Third thing I've heard, children do have legal capacity, but it has to mean something different for them than it does for adults. It's perspective. Again, that's all fine, but then I think we should be clear. We should say what we mean. Now, look, let me just say, I probably used my 5 minutes, but let me just. Yes. Can I have one more slide? I would say. No. I would say this afternoon, Wayne. Okay, good. I'll stop. A few words to Jean-Philippe Cobot. Oui, bonjour Wayne. Alors je m'apprêtais à faire un commentaire à peu près symétriquement opposé à celui que tu viens de faire et pour déboucher sur une autre conclusion plus générale à propos du statut de l'article 12. Moi, je pense effectivement que la réflexion autour de la capacité des enfants est un bon point d'entrée pour penser l'universalisation de la capacité juridique. J'irais même dans mon domaine qui est la bioéthique sur des travaux qui réfléchissent à une forme de compétence ou de capacité pour des personnes qui seraient en état végétatif chronique ou dans le chef de nourrisson. La créativité étant d'aller et de se rendre capable de repérer
ce qu'il en serait de cette capacité. Donc, et je pense que là, il y a un paradoxe par rapport à ce qu'on a dit juste avant, c'est qu'en fait, les droits nationaux ont ouvert une porte dans l'économie générale des systèmes de capacité, en prévoyant généralement, ça se retrouve dans plusieurs droits, qu'il fallait rechercher, que le seul critère pour déterminer la capacité des enfants, c'est d'aller rechercher factuellement quelle pouvait être cette capacité. Et de ce fait-là, fait signe vers cette capacité. Voilà juste pour cette première chose. La deuxième chose pour moi, et cette première réflexion y conduit, me semble-t-il, c'est que moi, je serais aussi plus radical sur le statut à donner à l'article 12 par rapport à l'économie générale de la Convention. C'est-à-dire que je ne pense pas que ce soit un droit programmatique. Je pense que c'est un droit fondamental qu'il faut affirmer comme tel et qui oblige, d'une certaine manière, aux autres droits à bouger pour arriver à l'horizon que ce droit-là fixe. Parce qu'un des intérêts de cet article 12, c'est justement la nouvelle économie qu'il instaure entre le droit civil et les droits sociaux. C'est-à-dire qu'il manifeste aussi que les supports qu'il faut accorder aux personnes pour pouvoir exercer leurs capacités doivent être adaptés à cette personne. Et c'est en ça qu'il s'agit d'un droit civil, alors que le droit social est généralement préconfiguré pour apporter des services, certes extrêmement nécessaires, et il ne s'agit absolument pas de les réfuter, mais je pense que la dialectique qui s'instaure entre l'article 12 et les articles qui consacrent des droits-créances est justement une dynamique qu'il faut soutenir. Et pour cela, je ferai de l'article 12 un article de principe qui, une fois qu'il est affirmé comme principe, engage les différentes institutions, les différents acteurs, comme le travail d'ailleurs qui nous a été relaté tout à l'heure sur les pratiques d'accompagnement et de support, mais précisément, il devient un soutien fort pour légitimer et justifier cette recherche très, très approfondie des pratiques. Et effectivement, je pense qu'il faut être réaliste sur le fait que toutes les personnes, par ailleurs, dans la même citation de l'article d'Amalanda Danda, il y avait le fait que toutes les personnes n'ont pas le même type de capacité et qu'il faut donc pouvoir s'adapter à ces capacités. Et c'est ce qu'une affirmation forte de l'article 12 me semble permettre. Two words, Wayne, and then two words for Eleonore. Et si quelqu'un d'autre veut clôturer, on ira ensuite au déjeuner. Wayne? Sure. So Eleonore. yeah, did you want me to comment now, Benoit? Yes, it's okay. Okay. So yeah, I think I don't have an answer to the complexity of how we understand legal capacity in children. I think it's a really important question and one that deserves a lot more study. I have one of my colleagues from the Voices Project is doing her PhD on this very issue, and I am hopeful that she will solve it for all of us. But more seriously, there is a lot of deep thinking that can be done there. And I acknowledge that I am more interested in the experiences of adults, and my work is on that. And I do talk about adults mostly in my work. However, I want to make one thing really clear, which is I want to return to the phrase that's throughout the convention and in Article 12, on an equal basis with others. So I want to be clear that when we say throughout the convention, if this idea of legal capacity is to be fully understood as something that inheres in humans by virtue of their humanity and is not dependent on any other constituent factors for it to exist in the person. And I think that is where I stand. What we are talking about in the convention is removing the discrimination that disabled people and people who are labeled with diagnoses and disabilities experience. So we're talking about saying that it cannot be that disabled people either in purpose or effect experience this discrimination directly, if it's directly a part of the law that denies legal capacity, where a diagnosis is part of that process, or indirectly where there's no reference to
the functioning of the mind or the brain, but in reality, every single person, or the vast majority of people who are placed under these regimes, are people who have diagnoses like this. So this is the discrimination that the convention is trying to challenge. And so while I'm not asking for disabled children to have legal capacity when non-disabled, in a way that non-disabled children don't, I'm talking about on an equal basis with others. So disabled children should have the same recognition as non-disabled children. And there are systems of recognizing that children can make decisions that can be legally binding, but disabled children are often not included within that, and we need to challenge that. Similarly with adults, we have to say, we can see that upon the age of majority, this is something that this exercise in this way can now occur. And if we see there is a group in society that is being denied access to that, then this is a discrimination that needs to be removed. So that I just wanted to clarify that issue on an equal basis with others. Merci beaucoup, Éléonore. Je donne la parole à Pierre Boutier. Et puis après, Wayne, si tu veux, 2 mots aussi. Je vais essayer, rebonjour à tous, je vais essayer de faire 2 mots parce qu'on se dit un petit peu les mêmes choses depuis 2015 et tout le mouvement autour de l'article 12 m'est éminemment sympathique. Pour autant, cette affaire de restriction de la capacité, il faut le prendre avec beaucoup de sérieux, à la fois dans les pratiques aujourd'hui et dans des réalités de terrain. Les réalités de terrain, quand même, et qu'il ne faut pas occulter, c'est que nombre de personnes en souffrance psychique, déficience, qui perdent le sens de la réalité, ne sont concrètement, à un moment donné, pendant une longue période ou une courte période, pas en capacité concrète, effective, d'exercer leurs droits. On le disait déjà en 2015. Et leurs obligations, parce qu'il n'y a pas que des droits, il y a aussi des obligations. Je prends juste un exemple de terrain, au-delà de payer le loyer dans ma pratique récente, 2 incendies coup sur coup. Qui fait dans l'urgence les déclarations aux assurances, voit les choses avec les experts, etc. Donc, je suis entièrement d'accord pour retirer ou restreindre toute démarche substitutive, mais je pose vraiment très fortement la question, quand nous avons des personnes qui ne sont pas en capacité concrète de répondre à ces obligations, qu'est-ce qui se passe? Merci, Pierre. Wayne, tu veux 2 mots avant qu'on aille déjeuner ou on clôture sur ces mots de Pierre? Okay, thank you. So I completely agree with Eleanor that on an equal basis is crucial to the construction of Article 12. And so limitations are perfectly of legal capacity are permissible. I think, in fact, they're required. I was going to introduce a vignette here from a family that we've worked with closely to make it clear the kind of issue that concerns us. It's a case of somebody with a brain injury who we met in a brain injury recovery unit. He has what's known as confabulation. Eleanor will know this case because we submitted it to the committee as a comment on the draft of General Comment 1. And this guy has recovered from his physical injuries, but he still has very significant cognitive deficits. And he has anosognosia. He's unaware of his deficits. He is about to get a very large financial settlement at the time we met him from an insurance payout from the accident. And the family did not want him to have control of that money. They did not want him to have full legal capacity because he didn't recognize the extent of his impairments. He didn't recognize the extent of his support needs that would be going on for a lifetime. He's a young man. He's going to live a long time. And he was going to get a payout
that was calibrated to care for those. He did not think he needed any support. He had plans for that money. He wanted to buy a fast car and a villa in Turkey. So he wanted to spend the money, and he did not want anybody telling him. Those were his wishes, his will and preference. Those were his preferences about how to use the money. And we worked with the family. We also worked with the judge about how to think about that case. And I won't hear, Section 4 of Article 12 talks about safeguards. It also talks about proportional measures to protect both the rights and the interests of persons with disabilities. And I just think it would not possibly be compliant with Article 12 to just give that person full control over that money. It didn't happen. The court gave him an allowance, but they also reserved control of that money. They limited his legal capacity. I'm not talking about children here. I think it was the right thing to do. I think it would have exposed him to terrible abuse if he had been given complete control over those funds. So look, I don't want to spend this whole conference quarreling about this, but those are some of the reasons I feel duty bound to express this dissent, which is widely shared in the policy community. And I have to say also in the service user community with which I'm in contact here in the UK, that full, unrestricted legal capacity for all human beings is just not compliant with the CRPD. Arnaud, pour les mots de clôture avant le déjeuner. Ok, grosse responsabilité. Alors, je ne sais pas si... ouais. Non, je voulais juste dire que là, ce dont on parlait, et puis qui va nous, je pense, nous suivre encore voilà, ces prochains jours, c'est finalement comment on arrive à inscrire dans le cadre des lois nationales, des pratiques aussi très concrètes, cet article-là qui a l'air de difficilement rentrer dedans, quoi. Et avec Benoît, on a écrit un article dans une revue de géographie sur justement cette question de l'ancrage, quoi. Comment on arrive à ancrer cette chose qui paraît un peu peut-être étrange et vis-à-vis de laquelle on a du mal à se familiariser, quoi. Et ta prise de parole, elle est assez, je trouve, exemplaire sur, voilà, il y a ces grands principes, mais quand on parle de cas concrets, tout de suite, on dit, ah oui, en fait, comment on fait là dans cette situation? Et moi, je trouve ça vraiment intéressant. Et tu dis, ça fait depuis 2015, on tourne en boucle, parce que du coup, enfin non, j'ai pas dit, non, t'as pas dit ça, pardon, excuse-moi. Mais voilà, on est toujours sur ce truc-là, en tout cas, c'est très intéressant, mais il y a quelque chose qui bloque, quoi. Il y a des blocages. Et bon, voilà, c'était juste pour dire ça et parler de notre article aussi, qui est disponible sur Cairn, bien sûr. Voilà. Et merci beaucoup à Stéphane Michelin, à Marie Baudel et à Eleonore Flynn pour leur présentation.